Moi, je n'avais jamais eu cette idée, pas plus que je n'avais eu l'idée de faire le livre. C'est des gens qui m'ont dit: «Mais attends, mais c'est vachement intéressant ce sujet». J'avais fait un article dans Libé et mon boss à Libé, c'est lui qui m'a dit: «Mais fais un bouquin avec ça, c'est vachement intéressant». Donc je me suis lancée là-dedans, ça m'a pris 3-4 ans. Ensuite, pareil, j'ai rencontré une bande de jeunes food cinéma qui m'ont dit: «Ah mais ça ferait un super bouquin». Je dis: «Ouais mais bon, qui est-ce qui va produire un film qui coûterait quand même assez cher, parce qu'il faut filmer en Jamaïque, tout ça. Le reggae ça marche pas, le reggae personne ne veut mettre d'argent dessus». Et ils m'ont dit: «Mais pourquoi? Mais si, mais je connais plein de gens que ça intéresse, ta. Et ils se sont lancés dans l'histoire. Ils ne se rendaient pas compte, ils avaient 26 ans, ils n'avaient jamais produit un long métrage. Ils ne se rendaient pas compte de la galère que ça allait être. J'aurais dit, en plus, il y a une malédiction sur le reggae. Ah, nous, on ne croit pas aux malédictions. Bon, allons-y, c'est bien d'être optimiste. Et voilà, ben, il y a des gens qui nous ont soutenus à droite et à gauche, ni dans les chaînes, ni dans le gouvernement. On n'a encore touché pas un centime, ni de RFO, qui pourtant a signé le... ni du CNC, qui pourtant, depuis 4 ans, nous dit qu'ils vont nous donner une subvention. Les grandes instances nous regardent de haut et comme des petits voyous, puisque pour eux, n'est-ce pas, les Rastas, c'est des voyous. Et donc, on a fait ça avec nos propres forces. Un copain mauricien qui m'a dit: «Mais non, mais moi, je crois à ce projet. Je te paie le voyage en Jamaïque pour filmer». Donc on est parti, alors qu'on avait juste son petit financement et puis quelques petits sous que j'avais hérité de ma mère. On est parti avec ça et puis tant bien que mal, on a fini le film. Il y a à peu près un tiers d'images d'archives pour essayer de raconter la partie sur laquelle il n'y a aucun témoignage, parce que tout son voyage avant le retour en Jamaïque, c'est-à-dire avant 1932, s'il y a des témoins, ils sont éparpillés dans le monde parce que c'était un voyageur qui a vécu sur plusieurs continents. Il faudrait les trouver. À l'époque, personne ne savait qui il était ou qui il allait devenir. Bien sûr. Et puis surtout, les gens d'avant 1932, ben, ils sont morts. Donc c'est très très difficile d'avoir des témoignages sur cette partie. Donc moi, d'après ma recherche que j'ai faite à partir des journaux, des archives américaines, des archives anglaises, des archives jamaïcaines, même des archives tchèques, il fallait bien essayer de reconstituer ces voyages. Et comme en plus c'est une période fantastique avec beaucoup de choses à raconter, on s'en est donné à cœur joie, on a mis des bonnes musiques. Bunny Lee nous a donné un super truc pour nous lancer sur une bonne rythmique et on a raconté ça avec paf 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 des images d'archives pour essayer de recréer ce monde extraordinaire où elle voyageait dans les années 10, 20, 30. C'est pas trop en fait s'il est vraiment allé en Afrique, mais il a dû y faire escale, ça c'est sûr, parce qu'il a quand même voyagé, il a été sur les bateaux au moins de 1918 à 1930, donc ça fait quand même 12 ans. Donc on ne sait pas exactement où il est allé en Afrique. Lui, il a toujours dit qu'il y était allé, on n'en a pas la preuve. Par contre, on a la preuve qu'il a fait le tour du monde plusieurs fois sur des bateaux de transport de troupes de l'armée américaine. En fait, il dit qu'il s'était engagé dans l'armée, mais on a pu retrouver d'après des archives qu'en fait, il s'était engagé sur un bateau de transport de troupes de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'il n'était pas soldat, il était civil, il était cuisinier. Il était aide-cuisinier, ensuite cuisinier. Donc voilà, on a essayé de raconter cette histoire. On n'a pas pu entrer trop dans les détails parce que quand tu as 52 minutes, bon, on a deux versions, on a une version 52 minutes courte pour la télé et une version 86 minutes pour le DVD et les sorties en salle. Mais enfin, c'est quand même
pas beaucoup pour raconter la vie de quelqu'un qui a vécu 83 ans, quoi. Et qui a cette importance et qui a rencontré des tas de gens extraordinaires. Bon, des fois, on a mis des petits bouts d'archives pour faire le lien entre les divers témoignages, parce que les gens, ils te racontent ce qu'ils ont en tête. Et nous, on n'a pas d'autres preuves de ce qu'ils racontent que ce qu'ils racontent. Des fois, on peut recouper avec les journaux. D'ailleurs, ça se recoupe pas complètement. On voit qu'il y a des faits qui ont été réinterprétés. Il y a des espèces de légendes. Déjà, parmi les gens de cette époque, c'est-à-dire des années 30-40, il y a déjà eu des manipulations un peu, et puis les Rastas ont arrangé leur truc à leur sauce, puis le temps est passé, donc dans leur tête, il y a des mythes, des légendes qui sont créées. Donc des fois, on est capable, avec les journaux et les archives de la police, de replacer un peu les choses. Donc dans le film, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme et de lancer la discussion sur qu'est-ce qui est vraiment vrai, est-ce que c'est le témoignage, est-ce que c'est le journal. En gros, l'histoire de sa vie, elle est quand même assez claire, quoi. Bon, c'est Garvey qui a essayé de l'enrôler dans sa campagne électorale, parce que Garvey, de retour des États-Unis, il avait vraiment besoin d'appui. Il faut se rendre compte qu'à l'époque où il est rentré en Jamaïque, en 27, et à l'époque où il essayait de se faire élire à la mairie, au conseil de paroisse, tout ça, au conseil législatif, c'était quand même en plein encore la colonisation, et il n'y avait que les riches qui votaient. Il n'y avait pas encore le suffrage universel. Qui n'apparaît qu'en 42, 44. Donc en 1930, il n'y avait rien de tout ça. Donc Garvey avait besoin de tous les appuis possibles s'il voulait espérer se faire entendre. Donc il est allé chercher Léonard Howell. Moi je le sais parce que une des ex-compagnes de Léonard Howell m'a raconté qu'il était venu 2 fois manger chez eux. Et c'était un grand souvenir pour elle. Elle disait j'ai servi Monsieur Garvey avec ses propres mains. Quand il est arrivé en Jamaïque, il ne parlait pas de Sélassié comme un dieu du tout. Il parlait de Sélassié comme un souverain respecté, un homme noir respecté, un homme noir puissant, parce qu'il faut se rendre compte qu'à cette époque, il n'y en avait pas. Donc d'un seul coup, de voir un empereur, un roi des rois, avec des titres incroyables qu'on retrouve dans la Bible, qui sont ceux de l'agneau de l'Apocalypse, le vainqueur de la bête, etc. Donc tout ça, c'était de ça qu'ils avaient besoin, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas de modèle noir, il n'y avait pas, comme disait Peter Tosh, nous n'avions rien auquel nous raccrocher, on nous avait pris nos langues, pris nos cultures, interdit de pratiquer nos tambours, nos musiques, etc., nos dieux, on nous avait volé tout ce à quoi on pouvait se raccrocher, et il dit, il fallait multiplier 0 par 0 pour trouver 1. Et ça, je trouve ça une merveille, quoi. Il exprime très bien ça. Et une des façons qu'ils ont eu de trouver 1, c'est de s'accrocher à cette image merveilleuse de Sélassié, dans toute sa pompe africaine, avec ses vêtements merveilleusement brodés, avec ses lions, avec ses guerriers couverts de plumes, de fourrures, de griffes, si impressionnants, si africains. Et puis, évidemment, le fait que Sélassié ait été attaqué par Mussolini, que les populations éthiopiennes aient été bombardées au napalm, tout ça, ça a mis aussi beaucoup de gens dans le camp de Sélassié. Donc, lorsque Howell est rentré en Jamaïque, ce qu'il disait surtout, c'est enfin, il y a une nation noire souveraine. Enfin, quelque part, il y a un gouvernement qui défend les Noirs, une loi pour défendre les Noirs.